Le chef du groupe paramilitaire Wagner a appelé samedi ses troupes à stopper leur marche vers Moscou, opérant une spectaculaire volte-face après avoir défié l'autorité de Vladimir Poutine qui avait mis en garde contre un risque de guerre civile, tandis que Kiev revendiquait des avancées à l'est de son territoire. Pour éviter que le sang russe ne coule, nos colonnes font demi-tour et nous partons dans la direction opposée, rentrer dans les camps, a déclaré le tempétueux Evgeny Prigojine, après avoir lancé vendredi soir un coup de force inédit contre le Kremlin pour libérer le peuple russe. Ces troupes se sont approchées samedi à moins de 400 km de la capitale, après avoir notamment revendiqué la prise du quartier général de l'armée russe à Rostov, centre névralgique des opérations en Ukraine. Confronté à son plus grand défi depuis son arrivée au pouvoir fin 1999, le président Poutine a dénoncé une trahison et mis en garde contre une guerre civile. Le Kremlin a aussi sommé les pays occidentaux de ne pas essayer de profiter de la situation intérieure en Russie pour atteindre leurs objectifs russophobes. Tous les objectifs de l'opération militaire spéciale en Ukraine seront atteints, a affirmé le ministère des Affaires étrangères. Samedi matin, dans une adresse à la nation, Vladimir Poutine, en complet noir, l'air grave et le ton martial, s'en était pris sans le nommer à l'homme qui ose le défier, accusant les traîtres et promettant de les punir. De Washington à Paris, en passant par Bruxelles, toutes les chancelleries occidentales surveillent de très près l'évolution de la situation en Russie. Le président américain Joe Biden s'est entretenu samedi avec son homologue français Emmanuel Macron et avec les chefs des gouvernements allemands et britanniques Olaf Scholz et Rishi Sunak. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la rébellion de Wagner montre toutefois que les dirigeants russes n'ont aucun contrôle sur quoi que ce soit. L'homme du Kremlin a évidemment très peur et se cache probablement quelque part, a-t-il affirmé. Le décès de Motar est à déplorer hier matin. L'homme de 30 ans qui conduisait Niamaya s'est encastré dans la rambarde de sécurité du tronçon de la voie rapide entre le rond-point Galmo et celui Leblon, vers minuit 30 samedi à Cayenne. Il a perdu le contrôle de son véhicule d'après les premiers éléments de l'enquête ouverte par le parquet. Une trace de freinage importante est visible sur la zone des faits. La moto a pris feu après le choc. Le motard est décédé sur le coup. Vendredi soir vers 21h, chemin d'Anglade, sur le mont Baduel à Cayenne, lors d'une tentative de vol d'un scooter, les assaillants n'ont pas hésité à tirer sur le propriétaire de l'engin, le blessant légèrement au pied et à la main. Les malfaiteurs sont repartis avec le deux roues. Une enquête a été ouverte par le procureur. La victime a été transportée à l'hôpital par des tirs. La grève touche à sa fin la société Argos. Les salariés de la cimenterie, dont le mouvement de grève avait débuté début juin, ont signé un protocole de fin de grève ce vendredi 24 juin à 19h. Les activités de l'entreprise reprendront ce lundi 26 juin aux heures habituelles d'ouverture. Nous avons obtenu gain de cause sur toutes les revendications et bien plus encore, estime Steve Stanislas, représentant du personnel d'Argos. Il y avait 3 points de revendication, une demande d'expertise financière, la venue du PDG en Guyane et le départ des managers en place. Enfin, notez que dans un communiqué, la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics, FRBTP, de Guyane estime que, après 15 jours de conflit au sein de la société Argos, ce sont 130 000 heures de production perdues et une perte d'exploitation cumulée estimée entre 15 et 20 millions d'euros pour les entreprises du BTP. Selon la Fédération, les sociétés les plus fragiles ne s'en remettront probablement pas. Fin de citation. Ce samedi 24 juin après-midi, vers 15h20 au village Terre-Rouge à Saint-Laurent-du-Maroni, la tranquillité du Maroni a été brisée par une tragédie inattendue. Vince, un adolescent de 15 ans, a été vu pour la dernière fois en train de jouer dans l'eau avec 4 de ses camarades. Malheureusement, le jeune homme qui ne savait pas nager a disparu sous la surface de l'eau et n'est jamais réapparu. Ses amis, surpris, l'ont vu lutter pour refaire surface avant de s'éloigner. 2 d'entre eux ont tenté de le secourir en vain. Les services de secours ont été alertés immédiatement et sont arrivés sur les lieux avec une équipe de plongeurs. Malgré leur effort, ils n'ont pas réussi à localiser l'adolescent. 2 heures plus tard, Dragon 973 a rejoint les équipes de recherche. Là encore, le jeune Vince est resté introuvable. Les recherches ont été interrompues et doivent reprendre ce dimanche. Toujours à Saint-Laurent, une vidéo de plus qui montre 4 personnes entrant dans le bâtiment 6 rue du Bac à Saint-Laurent vers 19h30 vendredi. Ils s'emparent de la caisse pour un profit d'une centaine d'euros selon la gendarmerie. 3 individus étaient munis d'armes de poing. Ils se sont enfuis vers la Charbonnière, quartier situé sur la rive du Maroni. Une enquête est ouverte.
NBA, Wembanyama pose pied à San Antonio, accueilli comme une rockstar. De la ferveur sous une très forte chaleur, Victor Wembanyama a choisi en première position de la draft NBA. La veille par les Spurs est arrivé à l'aéroport de San Antonio au Texas, accueilli par quelques 300 fans survoltés sous 38 degrés. Des pancartes toutes plus inventives ou drôles les unes que les autres ont fleuri. Les extraterrestres existent et aux États-Unis on les accueille, avait écrit un fan, en référence à la façon dont est perçu Wembanyama par LeBron James qui a utilisé ce mot. L'ardeur n'a évidemment pas baissé quand sa silhouette géante de 2,24 m a enfin fait son apparition. Pas d'erreur possible cette fois et le Coyote qui sert de mascotte des Spurs de réceptionner Wemby d'une accolade. La suite fut digne d'une tournée des Beatles. Le pivot de 19 ans allait s'offrir un bain de foule par grillage interposé avec les fans pour se faire prendre en photo, tout sourire et signer des autographes. Leonardo Mosquera a remis son titre en jeu ce samedi 24 juin. C'était à Bron, une commune située dans la métropole de Lyon. Le Guyanais a battu un outsider de Marseille, John Metty. Un combat sous tension depuis la pesée, remporté au 5e round sur 10. L'adversaire était dominé depuis le début, puis handicapé par la suite en raison d'une blessure à la paupière. Leonardo Mosquera est maintenant à 12 victoires, dont 8 par KO sur 12 combats. Le Guyanais prouve ainsi sa capacité à combattre au niveau européen. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve vendredi prochain sur Radio Mayuri.